Bien. Donc on ouvre le débat d'orientation budgétaire, comme son nom l'indique, pour l'opposition, pour la minorité, comme on veut, on va voir. Monsieur Guillard. Merci. Donc, si j'ai bien compris, je peux faire mon intervention sur le compte administratif, l'Europe et le budget, donc, en fait. Bah oui, c'est ce que D'accord, tout à l'heure vous sembliez penser qu'on allait vous en empêcher, mais... De la tête. Non, mais très bien. Allons-y, alors. Alors, donc, mes chers collègues, donc, un compte administratif sanctionne, au sens propre du terme et pas forcément malicieux, mais la réalisation des objectifs que s'est fixé la commune en matière d'investissement ou de dépenses de fonctionnement. Cet exercice 2019 clôt votre précédent mandat et, en ce qui nous concerne, il y a quelques enseignements à en tirer. Tout d'abord, vous commencez votre propos en mentionnant un résultat global excédentaire de quasiment 45 millions d'euros. Cette information n'est pas satisfaisante, elle n'est pas non plus surprenante, mais elle est tout simplement inquiétante. Elle traduit la non-réalisation de dépenses de fonctionnement ou d'investissement. Cela montre en outre une mauvaise estimation du budget, car si certains crédits sont en dépassement, d'autres n'ont pas été utilisés en totalité. On peut ainsi souligner que certains articles qui n'ont pas été consommés en totalité concernent les moyens mis à disposition des agents communaux, comme par exemple les fournitures d'entretien ou les fournitures de petits équipements, avec un taux de réalisation assez faible à 68%, la formation, on en parlait tout à l'heure, mais réalisée uniquement à 83%, ou la documentation générale et technique. Cette information est aussi inquiétante car une collectivité n'a pas vocation à faire de l'excédent un credo, puisqu'elle a une mission de service public et non pas de rentabilité. Puis vous continuez, sans surprise, en évoquant les contraintes extérieures, j'ai envie de dire comme d'habitude, qui ont réduit vos marges de manœuvre financières, notamment la baisse de la dotation globale de fonctionnement, qui est réelle, mais qui, pour rappel, a été initiée sous le mandat de Nicolas Sarkozy, et non pas forcément celui de François Hollande, mais aussi de la dotation de solidarité urbaine ou la dotation nationale de péréquation. Sans entrer dans le détail, j'en avais déjà parlé, mais sans entrer dans le détail des modes de calcul des différentes dotations, que cela soit la dotation forfaitaire des communes, la dotation de solidarité urbaine ou la dotation nationale de péréquation, rappelons quelques principes élémentaires. Ces dotations, notamment la DSU, se calculent sur le potentiel financier par habitant de la commune, le nombre de logements sociaux et ou les prestations sociales versées. Vous avez fait le choix de densifier la ville et de capter les catégories socio-professionnelles les plus élevées par une bétonisation tous azimuts. Ce faisant, le potentiel financier par habitant a augmenté et, simple arithmétique, les dotations ont baissé de manière significative, en tout cas bien plus significative qu'elles n'auraient dû. En vendant de manière frénétique le patrimoine communal, la ville se prive de recettes constantes par l'intermédiaire des loyers perçus. Et c'est là que le système atteint ses limites. Qui plus est, le confinement a fait exploser la demande en Île-de-France en logements spacieux, voire en maisons de ville. Offre que ne peut plus fournir Asnières, puisque vous avez choisi la voie de la densification forcenée au détriment d'un urbanisme apaisé. Le risque est donc grand de voir des opérations immobilières grandement ralenties, voire stoppées. C'est encore une fois les recettes de fonctionnement qui sauvent les finances de la ville d'ailleurs. Mais jusqu'à quand ? En effet, les 14 millions d'euros de cession foncière ne sauraient constituer une garantie pérenne de recettes pour la ville, surtout quand le patrimoine de la ville se sera donc tari. Nous notons aussi une quasi-stagnation des rémunérations du personnel communal, avec une part de personnel non titulaire représentant plus de la moitié du personnel. Vous avez fait d'ailleurs un focus sur la maîtrise des dépenses du personnel, ou tout simplement politiquement correct, une optimisation, et cela se traduit dans les faits par une baisse drastique du taux d'encadrement, donc des catégories A. Un encadrement qui était pourtant réclamé par le rapport de la Chambre régionale des comptes en 2008. Donc, le focus que vous avez fait sur le mandat de 2008 à 2014 sur les dépenses de fonctionnement n'était qu'un simple rattrapage en matière d'encadrement, justement, du personnel. Enfin, en matière d'investissement, l'exercice se clôt sur de la finalisation d'embellissement ou de rénovation. Donc, votre précédent mandat se termine sans véritable création d'équipements publics, que ce soit des écoles ou des gymnases, entre autres, permettant d'accompagner l'accroissement de la population. Donc, vous l'aurez bien compris, à ce stade, nous ne validerons pas ce compte administratif. En ce qui concerne le budget, par l'intermédiaire principalement du ROB, du rapport d'orientation budgétaire. Donc, comme chaque année, la présentation du rapport d'orientation budgétaire, c'est un moment important de la vie de notre commune, car il a pour objectif de donner les orientations budgétaires, je l'ai dit,
les engagements pluriannuels envisagés, ainsi que la structure et la gestion de la dette. Ce premier rapport d'orientation budgétaire, il est d'autant plus important, évidemment, qu'il est le premier de votre mandature et qu'il est présenté dans le contexte sanitaire et social que nous connaissons. En premier lieu, je vous ferai part, évidemment, de notre regret de ne pas voir la présentation d'un plan pluriannuel d'investissement. Un PPI a l'avantage d'aider les collectivités locales à mieux caler leurs investissements et à mieux préparer leurs projets, mais aussi à donner une meilleure vision de leurs projets, de ce que doit devenir notre ville à l'horizon 2026. Pour le coup, la question se pose, est-ce que c'est la crainte éventuellement de prendre un engagement auprès des Agnérois? La question est rhétorique, vous pourrez y répondre éventuellement. Sur la partie fonctionnement, c'est clairement un budget d'austérité que vous nous présentez. C'est en partie entendable au regard de la situation extraordinaire que nous vivons. Mais il ne faudrait pas que cela serve de prétexte à précariser notre personnel communal ou à dégrader notre mission de service public. Une partie des recettes n'a pas pu être perçue du fait du confinement et de l'arrêt des activités pendant plus de 2 mois. Cependant, des dépenses n'ont elles aussi pas été engagées et atténuent considérablement l'impact financier de ce confinement. Le personnel communal titulaire voit ainsi une hausse de moins de 1%, quand la ligne dédiée à la rémunération des agents non titulaires voit une hausse de plus de 6%. Nous craignons là une précarisation accrue du personnel communal, tant dans son statut que dans sa rémunération. Nous serons ainsi particulièrement attentifs à ce que le personnel communal ne soit pas la variable d'ajustement pour équilibrer le budget. Il est aussi à noter que vous avez fait le choix de baisser 2 lignes emblématiques de cette crise du Covid-19, celle du CCAS, le Centre communal d'action sociale, de 4%, ainsi que les subventions aux associations de 2%. Le Centre communal d'action sociale constitue l'outil principal de la municipalité pour mettre en œuvre les solidarités et organiser l'aide sociale au profit des habitants de la commune. Ainsi, le CCAS a pour rôle de lutter contre l'exclusion, d'accompagner les personnes âgées, de soutenir les personnes souffrant de handicap et de gérer différentes structures destinées aux enfants. Autant vous dire que ces missions sont plus que d'actualité. Ces populations ont été les premières victimes non seulement du Covid-19, mais aussi des répercussions du confinement en matière d'emploi, de précarisation ou de lien social. Il est ainsi navrant de constater la baisse aussi de la subvention même, si vous l'expliquez par une optimisation technique, alors que son action auprès de nos concitoyens les plus fragiles aurait mérité d'être encore plus soutenue en ces temps incertains. Quant aux associations, bien souvent, trop souvent, qu'elles soient à caractère social, sportif ou culturel, elles pallient les insuffisances, voire les absences des collectivités. Un geste fort dans leur direction aurait été le bienvenu. En matière d'investissement, il est encore regrettable de voir fleurir de nouvelles études, une augmentation de plus de 200 000 € est prévue, sans pour autant voir de nouveaux projets se créer. Il sera cependant intéressant de voir la mise en œuvre des 4 tiers-lieux que vous évoquez en espérant simplement qu'ils seront accessibles à tous les Agnérois, au-delà de toute considération financière. Vous indiquez des préemptions de fonds de commerce, mais rien n'indique à ce jour que les préemptions déjà effectuées aient porté leurs fruits. Est-ce que l'embauche d'un manager du commerce est en cours ? En ce qui concerne la vidéosurveillance, et ça c'est un ajout que je fais au dernier moment parce que j'ai entendu justement M. Mancipose parler de la vidéosurveillance en affirmant qu'il n'y a plus de débat. J'ai le regret de vous dire que si. Parce qu'on peut estimer qu'il y a un début d'utilité dans la vidéosurveillance en matière d'élucidation. En revanche, son utilité en termes de prévention est encore très discutable, notamment quand les emplacements des caméras sont déjà connus et que cela se fait évidemment au détriment du personnel de la police municipale par l'intermédiaire de l'îlotage ou des médiateurs. En matière de qualité de l'air, nous restons en attente des résultats des analyses effectuées dans les quartiers passants et maintes fois réclamées par notre ancienne collègue Marie-Christine Bayet. Nous serons particulièrement attentifs à ce sujet, car en matière de qualité de l'air, paradoxalement, le confinement a fait figure de parenthèse enchantée, mais nous pouvons constater, malheureusement, avec la reprise et le déconfinement, une reprise de la pollution atmosphérique depuis donc justement ce déconfinement. Nous constatons aussi avec satisfaction, une satisfaction mesurée, un début de conversion vers les circulations douces à travers le plan vélo. Cela reste pour autant timide, car nous ne voyons principalement que des études, un projet de stationnement cyclable déjà prévu dans la précédente mandature, ou des projets d'aménagement portés par le conseil départemental.
Il y a trop peu d'investissements en matière d'équipements publics, scolaires ou sportifs, pour accompagner l'accroissement factuel de la population. Nos écoles et nos gymnases sont engorgés et il est navrant de ne voir que des rénovations et aucune création. Plus globalement, nous ne voyons pas une politique d'investissement ambitieuse permettant d'accompagner les Anérois dans leur parcours de vie. Les opérations présentées sont trop souvent des opérations qui auraient dû être terminées lors du précédent mandat. D'autres, à l'image du parc Romançon, avec ses cours de padel-tennis, sa salle de fitness et son restaurant, se font en partenariat avec des partenaires privés, avec le risque de voir des espaces publics privatisés, et cela au détriment de nos concitoyens les moins aisés. Nous estimons que le patrimoine public doit rester à la disposition de toutes et de tous, sans avoir à le payer 2 fois par la fiscalité et par l'achat d'une prestation privée. Pour toutes ces raisons, nous voterons contre ce budget. Je vous remercie.